Bonjour et bienvenue au Ultra Lala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Alors, bienvenue au Ultra Lala Podcast. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Martin Guilbert. C'est un coureur, un père de famille, un pharmacien, ainsi que le fondateur de la fondation Simon Lezèbre. Alors, bienvenue Martin. Merci de l'invitation. Bien, ça nous fait super plaisir de t'avoir avec nous. Dans le fond, on va commencer avec un peu ton initiation à la course. Qu'est-ce qui t'a amené à courir? C'est quoi ton initiation dans le monde de la course? Le monde de la course est arrivé après la naissance de ma deuxième fille. C'est mon beau-frère qui m'a initié, qui nous a parlé de la course. Et finalement, on a testé. On a commencé les alternances, course-marche, puis j'ai pris goût définitivement à ce nouveau jouet, qui était nouveau sport, parce qu'il faut comprendre que moi, au départ, j'étais un sédentaire très accompli. Fait que je ne pratiquais pas grand-chose à part le deck hockey une fois de temps en temps. Alors, moi aussi, j'étais comme ça. Ouais. Je peux comprendre, j'ai commencé sur le tard aussi. Oui, avec ton beau-frère. Oui, j'ai comme la même histoire que toi, en fait. Vive les beaux-frères! Exactement. Alors, ça a été un début tranquille. Jamais, pas de coach. On apprend un peu avec les commentaires qui viennent par-ci, par-là. Puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai pris goût. Puis, pas longtemps après les premiers mois d'initiation, j'ai commencé à penser à m'inscrire à un premier 5 et ultimement un 10 qui est arrivé un peu plus tard dans le décor. OK. Ouais, c'est ça, le goût de la course arrive rapidement de faire des courses organisées. Moi aussi, si je repense à vraiment mes débuts, c'est un peu ça aussi, le goût vient rapidement. Ben, souvent, tu vas dans une grosse course, il y a le 5, après ça, tu vois que les autres font le 10, mettons le demi, puis tout ça, puis tu dis, ils sont capables, comment ils font? Fait que là, tu t'entraînes un peu plus. Ils sont C'est bon, puis ils ont tellement à voler, puis toi, t'es là, tu cours mal. Moi, je me rappelle de mon premier 10 qui était au Marathon de Montréal, puis j'étais dans le métro pour m'en revenir chez nous, puis tout le monde regardait le médaille, puis j'étais comme, les médailles du 21 puis du marathon sont bien plus belles, il va falloir que j'en fasse. On s'accroche à ce qu'on peut. C'est de même que j'avais décidé d'en faire. C'était très, très rationnel comme décision. Puis, dans le fond, tu as commencé la course, dans le fond, de fil en aiguille. Dans le fond, ça s'est intégré dans ton mode de vie. Mm-hmm. Puis, dans le fond, là, tu as passé de coureur débutant à coureur accompli. Est-ce que la transition s'est faite en beaucoup de temps? Est-ce que ça t'a pris comme beaucoup d'années arriver à... En fait, c'est accompli. Je pense que je suis même pas encore un coureur accompli dans le sens que j'ai jamais eu une pratique qui était organisée, cadrée, à part en 2008 où est-ce que j'ai fait appel à un coach, là, mais c'était un peu désorganisé. Autant dans mon milieu professionnel, il faut que j'ai de l'organisation, de la rigueur. On dirait que la course à pied devenait mon exutoire, puis fallait pas qu'il y ait trop de cadres. Puis j'ai appris un peu, j'ai progressé, mais j'aurais pu progresser plus vite si j'avais probablement eu un plan. Puis surtout que si j'avais été discipliné. Puis j'ai pas été j'ai été rarement discipliné en course à pied. Fait que ça a fait que je suis devenu un coureur moyen. Puis j'ai pas de prétention d'être plus que ça. D'un autre côté, moi, je veux garder le plaisir associé à ça. Et c'est là qu'à un moment donné, on va peut-être en reparler plus tard, mais quand je suis arrivé avec le test avec l'ultra et des très longues avec le marathon, entre autres, je me suis rendu compte que là, ça nécessitait plus de discipline. Puis ça, j'ai de la difficulté à l'intégrer dans mon cadre à travers mon cadre professionnel, familial, à travers la fondation. Donc, il y a plein d'éléments qui font que la course à pied demeure un jouet, demeure mon outil de ventilation. Mais
j'ai pas de prétention à devenir un super coureur. J'accompagne, j'ai des amis qui sont des très, très grands coureurs. Mais à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut que j'arrête de vouloir atteindre leur standard parce que ça ne fit pas avec moi, là, ultimement. Non, c'est ça. Il faut pas perdre le plaisir dans notre sport. Il faut que ça vienne de toi, ton plaisir, puis ton cheminement devient justement ton plaisir pour continuer à aimer ça aussi. Oui, sinon... tu sais, c'est ça. La fin de semaine passée, on est allé faire de la rando, Pierre-Luc puis moi séparés. On n'est pas partis à la même heure, on n'est pas partis en même temps. Puis on a fait 2 distances différentes, mais l'accomplissement était égal. Ouais. Tu sais, dans le fond, on s'était dépassés toutes les deux. Tu sais, ça vraiment, c'est ça le but, c'est de se dépasser soi-même. Puis, ben dans le fond, tu as fondé la fondation Simon le Zèbre. Mm-hmm. C'est venu quand, ça? À quel moment dans la course? Est-ce que, dans le fond, c'est venu... c'est venu pour quelle raison dans ta vie, cette fondation-là? En fait, Simon le Zèbre est arrivé, le Fonds Fondation est arrivé dans l'année qui a suivi la naissance de Simon, qui est notre 3e enfant. Donc, plus tard que le début de la course, là, donc si on voit le cheminement, en 2008, j'ai commencé à courir, mais la Fondation est arrivée en 2013. Simon est né en 2012. En fait, Simon, c'est un enfant qui est différent, qui a une maladie orpheline. Puis moi, comme professionnel de la santé, ma conjointe aussi est professionnelle de la santé, puis on pensait être blindé, en savoir beaucoup, mais c'est là que la maladie orpheline, une maladie inconnue pour nous, puis pour la plupart des professionnels, c'est venu jeter vraiment un pavé dans la mare, si on veut. Puis ça a été difficile, une première année difficile, où est-ce qu'on a nagé dans le flou, on appelle ça dans l'errance diagnostique, savoir c'est quoi que notre enfant a, parce qu'il était souvent hospitalisé, malade, différent au niveau de son faciès, hein, une tête un peu plus difforme, un grand bébé. Et de fil en aiguille, on a su c'était quoi. Donc le syndrome de Sota, c'est arrivé quelques mois après la naissance. Grâce au flair de la neurologue. Et ça, ça l'a amené vraiment un besoin pour nous de redonner au suivant pour la raison suivante. C'est que Simon est atteint d'une maladie orpheline, mais qui n'est pas dégénérative, qui n'est pas mortelle. Alors, on est chanceux finalement dans cette histoire-là. Simon va nous accompagner probablement très longtemps. Il y a une espérance de vie comme nous, mais il y a des défis qui vont demeurer importants pendant toute sa vie. Alors les grosses inquiétudes au niveau physique, c'était dans les 3 premières années suite à sa naissance. Et là, c'est des défis plutôt académiques, intellectuels. Donc, c'est différent. Il existe 7000 maladies rares et il y en a beaucoup pour lesquelles il n'y a pas de traitement, où est-ce que l'espérance de vie est diminuée, où est-ce que, on peut sortir un chiffre comme ça, c'est 30% des enfants avec une maladie orpheline ne verront pas leur 5e anniversaire. Donc, c'est tragique, c'est dur, mais nous, on était chanceux là-dedans. Puis Simon nous a fait grandir à plusieurs niveaux. Et nous, on est très heureux de cette aventure-là, a posteriori. On a changé pour le mieux, je pense. Et moi, comme professionnel de la santé, et qu'on avait un enfant quand même pour lequel on était capable d'absorber, on a décidé de redonner à la communauté des maladies orphelines, parce qu'il y en a beaucoup que c'est différent. Il y en a des parents qui doivent se transformer en infirmiers, infirmières, et ainsi de suite, pour veiller aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Alors, la course est devenue encore plus importante comme exutoire, évidemment, dans tout ce développement-là. On a créé Simon le Zèbre en 2013. Notre premier conférencier au lancement, c'était nul autre que Pierre Lavoie. Puis lui, ça a été une bougie d'allumage, ultimement, là, pour la suite des choses. Puis est-ce que, dans le fond, une activité, parce que présentement, dans le fond, votre activité, dans le fond, de levée de fonds, c'est une course, une marche, dans le fond, activité physique. Est-ce que cette idée de jumeler la course puis la fondation est venue comme un peu naturellement avec, dans le fond, le mode de vie que tu avais, avec la situation?
Très intéressant comme question. Oui et non, c'est venu naturellement. En fait, c'est sûr, comme tout organisme à but non lucratif, on essaie de se démarquer, de trouver notre place au soleil. Il y en a tellement de causes, de causes justes. La mienne, la nôtre n'est pas meilleure que les autres, n'est pas plus importante. Par contre, comment se démarquer? Nous, on est comme coureurs, puis ça donne que dans mes premières années de course, j'avais une application qui était Zombie Run. Donc, je ne sais pas s'il y en a des gens qui Ouais, les Oui. auditeurs ouais, qui je sais quoi. connaissent. Puis eux, ils ont lancé une course virtuelle. Puis j'ai déjà participé à une de leurs courses virtuelles il y a plusieurs années. Puis c'était très peu connu au Québec, au Canada, les courses virtuelles, mais en Europe, c'était un peu plus à la mode, un petit peu. OK. Et j'ai eu le déclic à ce moment-là avec ça. Avec moi qui courais comme un niaiseux avec un dossard de zombies, tout seul, une journée. Puis j'avais ma médaille. Puis je me suis dit, OK, là, on a peut-être quelque chose. Comment se démarquer? Comment rendre ça facile pour la population de se joindre à notre mouvement? Comment faire différent sans se rajouter des tâches? Tu sais, on travaille à temps plein, on a des enfants, on peut pas commencer à monter une deuxième carrière ou commencer à planifier sécurité et tout compagnie dans une course. Alors la course virtuelle se prête très bien finalement à ce type de cause-là parce que les gens le font n'importe quand, n'importe où dans une fin de semaine et ils n'ont pas besoin d'être gênés de leur temps. Ils font leur vitesse avec qui ils veulent. Alors ça a été vraiment le mix parfait on s'est rendu compte de ça, là. Puis on a trouvé notre créneau. On voulait pas aller dans la talle à Pierre Lavoie. On voulait se démarquer et je pense que ça répond à quand même un besoin. C'est sûr qu'actuellement, on se le cachera pas, les courses virtuelles depuis 2 ans sont en explosion et encore plus en période de COVID, là, actuellement. Oui, c'est certainement. Ceux qui ne connaissent pas les courses virtuelles ont vécu dans un garde-robe depuis les derniers mois, là, c'est certain. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça. Moi, je connaissais pas vraiment la fondation. Je connaissais pas vraiment non plus les maladies orphelines. Dans le fond, moi, c'est du tout nouveau pour moi. Puis le fait que ce soit jumelé avec une course, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, Pierre-Luc puis moi, on court pas à la même vitesse. On court pas de la même façon. Lui, il court en trail. Moi, ça dépend. Ça, tu sais, dans le fond, ça nous permet de faire des choses, tu sais, dans le fond, de s'accomplir toutes les deux puis de pouvoir participer. Je trouve ça vraiment cool. Oui, exactement. C'est la libération de finalement des barrières pour la course. Tu sais, on rend ça facile. Les gens, il y a des nouveaux coureurs qui apprennent à aimer la course par notre événement. Euh, c'est ça qui est plaisant. C'est qu'ils ont un 7000 mètres à accomplir. Ils peuvent le diviser en 2, en 3. Il n'y a pas de règlement. Rien de compliqué, mais la fierté de l'avoir fait, d'avoir porté un accessoire qui promouvoit la cause des maladies rares. Puis nous, ben, ça nous fait plaisir. Puis là, il y a des coureurs partout au Québec, au Canada, puis on a plusieurs participants à l'international aussi. Alors ça, c'est intéressant. Fait que Simon qui est le nom de notre fils, mais voyage ultimement et fait parler la cause. Ah, c'est vraiment cool parce que, tu sais, c'est ça, ça permet un rayonnement très différent. Puis ça permet en même temps de promouvoir, tu sais, tout ce que, dans le fond, vous qui êtes des professionnels de la santé qui disent comme, ben, bouger, c'est juste bon pour tout le monde. C'est vraiment cool comme, tu sais, comme idée. C'est vraiment super intéressant. Puis, J'aurais peut-être une question. Je voudrais savoir comment Simon interprète. Il voit ça, cette fondation-là, comment son nom est le nom de la fondation, Ouais. comment qu'il... En fait, il y a 8 ans, il commence à comprendre un peu certains concepts, mais c'est sûr que c'est flou encore OK. pour lui. Bon, il sait qu'il y a une maladie rare, mais je pense qu'il n'a pas conscience un peu là, évidemment de ce qu'il aura à vivre. Il voit déjà au niveau académique, on est confronté à une réalité qui est beaucoup plus difficile actuellement. Il prend du retard énorme là, par rapport à ses pairs. Alors ça, ça va avec le profil de la maladie. C'est un retard de développement global, un retard intellectuel qui est différent. Mais il participe à la course, mais il le fait pour l'happening, mais il fait
il n'a pas conscience encore pleinement de tout ce qui entoure la raison d'être. C'est sûr que on essaie de lui ajouter de l'information, mais à son rythme. OK, parfait. Puis, ben dans le fond, la fondation, c'est quoi le but vraiment de la fondation? Dans le fond, c'est quoi que la fondation apporte à la communauté, autant à vous qu'à toute la communauté autour des maladies rares? Simon Lezeb plusieurs mandats. Il y a le mandat de redonner à la communauté des maladies rares. Nous, on garde rien de tout ça parce que, je veux dire, on n'est pas, on est quand même bien nantis. On n'a pas on n'a pas de réalité financière difficile. Alors, nous, on a décidé justement de redonner à la communauté. Puis, ce qui nous a touché, puis un service qu'on a eu besoin dans les premiers mois de vie de Simon, c'est les services de répit pédiatrique. Parce que lorsque tu es confronté à une maladie à la maison, ben, tu es toujours là-dedans, tu baignes autour de ça. À un moment donné, tout gravite autour d'un objectif, c'est de prendre soin d'un des membres de la famille. Nous, on voulait aider les maisons de répit qui vont justement donner un petit peu de répit aux proches aidants qui sont les parents. Le temps d'une fin de semaine, le temps d'aller courir en amoureux, aller au spa, aller à l'hôtel, avec un service où est-ce qu'il y a de la sécurité, il y a du service médical et où est-ce qu'il y a du confort pour l'enfant. Alors, souvent, un ratio, un éducateur pour un enfant, donc c'est du clé en main, c'est de la sécurité. Ça permet de justement se ressourcer à titre de famille, soit avec les autres frères et sœurs ou avec son conjoint, sa conjointe. Donc, les services, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les services de répit sont excessivement importants. Et depuis le début, un des mandats principaux est de redonner à des maisons de répit. On a donné plus de 20 000 $ à des maisons de répit. Et avec la course, actuellement, ben, on redonne aussi dans la communauté des ambassadeurs de notre course. Et donc, on commence à diffuser, à redonner de l'argent. C'est pas des gros montants parce qu'on n'est pas encore une grosse organisation, mais on redonne des montants à des maisons de répit qui ont bien besoin de cet argent-là pour accueillir justement des enfants, des familles qui ont besoin de ce coup de main-là. Un autre mandat de la Fondation, c'est mon petit bébé que je veux qui naisse bientôt, c'est le redonner, en fait, créer un fonds de recherche. Alors, des bourses de recherche. Comme scientifique, moi, j'ai besoin, c'est quelque chose qui m'allume. J'ai un background aussi en biologie médicale et j'ai une maîtrise en médecine expérimentale. Donc, j'ai goûté à la recherche. Je sais que le financement est difficile et les maladies rares, ben, en recherche, c'est un des enfants pauvres. Alors, à part Pierre Lavoie ici au Québec, il y a pas grand monde qui redonne aux chercheurs qui décident de pousser, de comprendre des maladies rares. Puis il y en a 7000 connus actuellement. Alors, il y a en masse de besoins au niveau de la recherche. Alors, on est en train de ramasser des sous, on garde des sous là, depuis quelques années pour justement lancer des bourses de recherche. C'est un des mandats à venir. Et un dernier point, ben, c'est de parler des maladies rares, évidemment. Puis la course, c'est un bon vecteur. Parler de la différence, que les enfants différents, ben, ils ont quand même un rôle à jouer dans la société. Ouais. Ben, tu sais, je trouve ça cool de pouvoir allier, tu sais, vraiment la course avec, tu sais, l'espèce de vocation scientifique, autant sur le plaisir de bouger que de, justement, promouvoir la différence, parce que je trouve que votre événement permet justement à des coureurs, des marcheurs, des gens de toutes sortes de conditions physiques, toutes sortes de niveaux, vraiment, de pouvoir le faire à leur rythme, de leur façon. Puis il n'y a pas de stress, il n'y a pas tu sais, vraiment tu peux pas être perdant à le faire. C'est que je trouve ça super beau. J'en ai des frissons. Merci. Alors, ben, on fait ça sans prétention, une petite organisation, mais là, on essaie de se démarquer et ça fait partie un peu là, de la démarche en gang. Ah, ben c'est vraiment cool. Je voulais savoir, tu nous as parlé de Pierre Lavoie tantôt. Il représente quoi pour toi, Pierre Lavoie, dans tout ce qu'il t'a apporté? Puis... un homme de grandeur à plusieurs niveaux. Très grande résilience. Il a perdu 2 enfants d'une maladie rare qui est l'acidose lactique.
il a brassé la cage, il a développé vraiment une grosse organisation pour promouvoir et aider justement ses causes. Là, il est rendu avec plusieurs causes. Il y a la cause des maladies rares, mais il y a la cause aussi de l'activité physique aussi au niveau de la communauté. Mais lui a été un des grands à débroussailler ce terrain-là. Alors, c'est un excellent conférencier, c'est un athlète incroyable. Je l'ai vu en conférence 2 fois, puis je m'en lasse pas, là. C'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Et il a même couru aussi pour notre course. Il a été notre conférencier. Il m'a invité à rouler avec lui au Grand Défi Pierre-Lavoie là, sur une des étapes là, du 1000 km. Cool. Alors, ça a été un très, très beau moment. Puis, il a toujours été son cellulaire, puis il a toujours été ouvert là, pour l'appeler, pour prendre conseil. Puis, voilà. Puis, sa réalité était différente et plus dure que la nôtre, là. Donc, lui, ses enfants étaient il y avait vraiment un décompte. Il savait qu'il allait perdre ses enfants. Il savait juste pas à quel moment. Ah, mais tu sais, dans le fond, ça a été une belle association que vous avez pu faire entre les deux. Puis, tu sais, c'est le fun que, tu sais, dans le fond, il a débroussaillé le chemin, mais qu'en même temps, tu sais, vous preniez des chemins qui sont comme complémentaires, mais qui montrent des réalités un peu différentes. Fait que dans le fond, ça permet un peu d'élargir l'espèce de visibilité sur les maladies rares qui, justement, est comme pas là tant que ça, parce Exact. que c'est pas quelque chose qu'on avait entendu beaucoup parler. Puis, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, Pierre Lavoie, moi aussi, je l'ai vu en conférence une fois et j'y retournerai n'importe quand. J'ai pleuré comme un petit bébé cette soirée-là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Présentement, avec la situation du COVID-19, vous autres, votre plan pour Simon Lezeb, ça a-tu été obligé d'être changé? Tu sais, ça a comme modifié toutes nos vies en dedans d'une semaine. Le monde a comme implosé, là. Exact. Et oui, puis moi, j'ai priorisé quand tout ça a déboulé, puis ça déboulait là, aux heures, là, à un moment donné. Là, moi, comme pharmacien, j'avais des notifications, des courriels qui rentraient là, plusieurs fois par jour, là, et les procédures, les directives ont changé, ça n'a pas de bon sens. Et moi, j'ai dû, en premier lieu, prioriser ma famille, sécuriser. Simon, il y a une problématique pulmonaire. Donc, au départ, quand on connaissait pas beaucoup ce virus-là, on voulait rassurer. Donc, tout de suite, on a isolé Simon avec maman. Et au niveau de la pharmacie, ben, il a fallu que je sécurise mon personnel. On était dans le brouillard un petit peu. Il a fallu que je mette beaucoup d'heures pour justement là, sécuriser les processus, changer les procédures et ainsi de suite. Donc ça a été un très, très grand défi. Puis on se cachera pas, ben, tu sais, j'ai pas d'employé là, jusqu'à maintenant à Simon Lezeb, alors on a mis tout sur la glace, là. J'avais pas le temps de m'en occuper. Et la course, on a bien vu qu'on n'allait pas pouvoir la tenir parce que les trousses n'étaient pas préparées encore, emballées. On avait le matériel brut, mais on n'avait pas monté les trousses pour les participants. On pouvait plus faire de rencontres pour faire l'emballage avec la trentaine de bénévoles, avec les règles de distanciation et compagnie. Puis les gens n'avaient pas la tête à la course, évidemment. Fait que, puis en plus, on savait pas si on allait pouvoir courir dehors. Il y avait plein de messages qui venaient de partout. Alors, on a mis ça sur hold cette année. On tenait toujours ça, notre course virtuelle, au mois de mai. On l'a remis au mois de septembre. On a pris cette décision-là. On avait engagé beaucoup de frais déjà parce que le matériel était déjà commandé ou arrivé. Alors, on a dit, bon, ben écoute, on prend une chance, on déplace, on va souhaiter faire nos frais, c'est-à-dire vendre suffisamment de trousses pour au moins couvrir. Puis si on dégage un profit qui pourrait être redistribué aux maisons de répit, ben ça sera tant mieux. Alors c'est la décision qu'on a prise, là, c'est plutôt de le faire sur un week-end, mais les gens vont pouvoir courir sur 2 week-ends parce qu'on savait pas encore là quelles seraient les restrictions en septembre. Alors, puis on sait que c'est la rentrée scolaire qui va être probablement un peu chaotique. Il va y avoir plein de courses aussi qui ont été remises. Hein, les coureurs, on le sait, là, il y a plein de courses là, qui sont avec un point d'interrogation. Fait qu'on voulait pas non plus fermer des portes. Ouais. Fait qu'on s'est ouvert des portes en mettant ça. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'espoir au septembre et octobre.
Ouais. Alors, c'est pour ça que, comme Ouais. organisation, ben, on a décidé de protéger nos bénévoles et protéger les participants en disant, ben écoutez, je veux dire, on sauve pas de vie actuellement avec cette course-là. On va laisser aller, puis on va tenter notre coup en septembre. On va voir comment vont évoluer les choses. Là, les ventes reprennent tranquillement. On a réouvert le site web. Alors, les gens peuvent commander leurs trousses. Évidemment, ça demeure, c'est au ralenti comparativement aux années précédentes. Mais c'est une année de découverte, une année de surprise. Alors, si les gens veulent Ouais, c'est ça. s'inscrire, Tu peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça contient, une trousse? oui. Ben, la trousse, les gens qui s'inscrivent, qui veulent courir pour Simon Lezèbre, les maladies rares, ben, elle commande une trousse sur simonlezèbre.ca. Ça contient quoi? Ça contient un foulard, comme celui que j'ai sur la tête, mais que vos auditeurs pourront pas voir. Mais c'est un foulard tubulaire qui peut être utilisé là, les cours. Il est très beau. Les coureurs, là, on a toujours 62 utilisations avec un foulard, là, que ce soit une débarbouillette d'urgence pendant un trail, ça peut être un foulard pour essuyer la sueur, ça peut être tellement de choses, là. Alors, c'est toujours pratique. Donc, depuis le début, on a toujours un foulard qui va être différent d'une année à l'autre. On a une médaille de collection également, que les gens peuvent pas voir quand ils reçoivent leur trousse parce qu'elle est cachetée. Puis, on demande aux gens, ouvrez pas votre médaille parce que vous devez l'ouvrir seulement quand vous allez avoir accompli votre c'est donc bien cool. 7000 mètres. Alors ça amène un petit buzz, un petit thrill. Puis il y a des gens qui ont hâte de voir la médaille. Puis elle est de qualité, designée par des gens de Québec qui ont fait des produits du Cirque du Soleil, et ainsi de suite, là. Donc c'est des gens qui livrent la marchandise. OK. C'est une médaille qui est conçue aussi pour du shipping, pas que ça soit trop pesant. Donc tout est pensé par rapport à cette médaille-là. Et en plus, ben, il y a le dossard, évidemment, avec le chiffre 7000. Tout le monde porte le dossard 7000 pour les 7000 maladies rares et vous devez accomplir 7000 mètres cette journée-là ou ce week-end-là. Alors, le 7000, c'est la thématique et ça revient d'année en année. Et évidemment, c'est qu'on veut que ça rentre dans les esprits, que les maladies rares, ben, c'est des maladies qui sont rares, mais il y en a tellement que il y a près de 150 000 Québécois qui sont touchés de près ou de loin par des maladies rares. Et c'est beaucoup d'enfants et d'adultes qui sont atteints. Donc, vous courez pour une cause. Il y a des gens qui connaissent un proche qui sont atteints d'une maladie. Ben, ils vont écrire sur le dossard s'ils veulent la maladie pour laquelle ils vont décider de courir. Moi, je cours pour le syndrome de Sotos, mais je peux écrire sur mon dossard, je cours pour Simon, je cours pour un autre enfant que je connais. Alors, il y a une signification. Il y a des gens qui se regroupent cette fin de semaine-là. Il y en a qui font ça en famille, il y en a qui font ça dans des rues. Dans mon voisinage, il y a toujours un happening qui se fait, barbecue et compagnie. Il y a c'est ça, il y a des gens qui vont justement se réunir auprès des ambassadeurs, parce qu'il y a des ambassadeurs dans plusieurs régions. Et d'ailleurs, notre hôte du balado est un nouvel ambassadeur. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on veut faire parler de nous. Puis le succès passe par, oui, les médias sociaux. Mais on s'est rendu compte que Facebook emmène large et c'est difficile, sans payer, d'atteindre le plus de personnes possible. Alors, de plus en plus difficile, oui. Exact. Et sans déplier beaucoup d'argent. Et moi, parenthèse, je trouve ça complètement aberrant de devoir payer 100, 150, 200 $ pour publier pour atteindre des maisons, alors que cet argent-là pourrait aller à des maisons de répit. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire appel à de faire appel à des ambassadeurs pour justement que dans leur réseau, dans leur club de course, dans leur région, dans leur entreprise, ils puissent parler de cet événement-là. Puis c'est ça qui fait le succès là, de Simon Lezèbre, de courir pour les zèbres. En tant qu'organisatrice de party, moi j'ai déjà des idées pour Ultralala, l'organisation de Simon Lezèbre en septembre. Oh. On va faire un happening. Ben oui, sky is the limit. Puis c'est ça, les gens vont recevoir leur trousse quelques jours avant l'événement et ils doivent porter le foulard idéalement. Et le succès vient aussi du fait que les gens, chaque participant, peu importe la région, l'endroit où est-ce qu'ils vont être, vont se prendre en photo avec la médaille et le foulard, le dossard, puis ils ont un hashtag à partager sur les réseaux sociaux, peu importe lesquels, et on veut que ça fasse un bruit de fond, un bruit média, et c'est un peu ça le planning. Ouais.
Et il y a une Donc, trousse c'est super depuis, motivant. ouais, depuis quelques années, il y a des gens qui veulent pas de médailles parce qu'ils collectionnent les médailles. Ben, en fait, ils ont trop de médailles à cause de. Je pense que vous en avez fait beaucoup de courses, vous avez beaucoup de médailles. Puis il y en a qui y tiennent pas tant que ça. Ils voudraient redonner plus d'argent à la cause ou ils veulent pas polluer avec les médailles. Alors on offre une trousse sans médaille, mais qui contient le bof et le dossard. Un peu moins dispendieux aussi. Et à 25 au lieu de 35. Et là, ça permet justement là, d'aller chercher cette clientèle-là qui veulent rien savoir des médailles. Et nous, ça nous permet là, d'offrir un peu plus large. Les enfants, il y a une trousse également à 15 il n'y a pas de médaille dedans, il y a un foulard, il y a un dossard, il y a un petit élément surprise dedans aussi. Oh! Bon, les enfants aiment beaucoup participer à cette course-là. Et ça permet aussi d'initier. On a commencé des contacts dans les écoles, puis on a beaucoup d'idées en tête, là, mais ça permet d'initier aussi les enfants à la différence. Parler aux enfants aussi, à vos enfants, de c'est quoi une maladie rare aussi. Sans embarquer dans les détails, puis dans la morosité ou dans le négatif relié à ça. Mais ça permet de parler justement de ces conditions-là en général et d'ouvrir l'esprit des jeunes. Ouais, ça rouvre une porte. Ah ben c'est super le fun. On souhaite de tout notre cœur que septembre nous permette d'être plus près les uns les autres que présentement et qu'on puisse faire un happening. Moi, j'ai déjà plein d'idées. Je suis une organisatrice de party par excellence. Là. C'est tellement J'adore ça. beau, c'est Fait tellement que beau j'ai de déjà voir plein les. d'idées. Puis Oui, excusez-moi. Alors, moi, je voulais juste ajouter que c'est superbe de voir justement les idées, les happenings qui arrivent dans les entreprises ou dans les maisons. Et ça amène des photos, des partages, et ça fait jaser. Puis c'est ça la beauté de la chose. Il y a comme un sentiment Ouais. de réunion, de communauté là, qui est extraordinaire. ouais, ça va être vraiment cool. Là, on est quand même un podcast de course de trail. On pourrait parler Ben un oui, petit peu de trail si ça te dérange pas. pas du tout. T'es un ultramarathonien, Par la peau mais t'as des pas fesses. fait un 50 km Par la peau des fesses. par la Ouais, peau des fesses. Peux-tu nous ouais. raconter ça un peu? Ouais, T'es à la chute du diable? ouais, je suis du diable en Mauricie, de mon coin de pays aussi. Et tu sais, je côtoie des amis de course, des trailers qui font de l'ultra, là, du vrai de vrai. Et j'ai suivi depuis un petit bout, puis j'avais le goût de justement vivre l'aventure, voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Fait en 2018, là, j'ai couru le 50 kilos de la chute du diable en un peu plus de 8 heures quelques. Donc, j'ai pas fini dans la première moitié, mais j'étais très content d'être allé jusqu'au bout. Je remontais aussi de petites blessures là, qui traînaient depuis plusieurs mois. Fait que ça l'a affecté quand même un peu OK. le paysage de l'entraînement là, pendant cette période-là. Alors oui, la trail, Ah ben c'est mon 50 nouveau kilomètres, sport. c'est un ultra, ça. Ouais. Oui, effectivement. Puis Ah, j'ai c'est adoré vrai. l'expérience, mais J'adore. je me rends compte que je suis plus un gars de peut-être un peu comme les gens qui se comparent au marathon versus le demi, là. Tu sais, je suis plus. J'apprécie plus des courses intermédiaires. Je te dirais là, peut-être le 30 km OK. de la trail du courage, j'ai beaucoup aimé. Plus confortable aussi de A à Z. Le 28 km d'Arikana que j'ai fait deux OK. fois. Beaucoup plus confortable aussi là, en termes de bonheur de course sur le long terme et sur le niveau d'énergie. Ceci dit, je ferme pas la porte à des très longues, mais c'est juste que, comme je disais, je suis pas un gars discipliné. Puis pour commencer à faire de la trail, de la très longue, il faut être discipliné. Alors je n'ai pas cette qualité-là et je n'ai pas la génétique non plus, fait que je laisse ça à d'autres actuellement. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, aussi, c'est comme on disait au début, faut pas oublier le plaisir là-dedans. Puis si à un moment donné, ben, on n'a plus de fun à s'entraîner, ben, on n'a plus de fun à faire la course, c'est qu'on est mieux de rester dans nos distances qui nous font du bien. Ouais. Exact, Ça exact. viendra à un moment donné. Oui. Chaque chose en son temps. Ben, dans le fond, si, là, toi, c'est Ouais, ça. c'est ça. Toi, t'es pharmacien. Puis nous autres, on a plein de questions de pharmacie à poser par rapport à la course, par rapport à la trail, par rapport à toutes sortes de choses. Parce qu'un coureur, ça s'entretient tout croche. Ah, tout le temps. Cordonnier mal chaussé, on est tout le temps tout croche. Et il va tout le temps à peu près, puis ça va être correct. Ouais, Là, puis on c'est parle souvent beaucoup, 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 beaucoup
on parle beaucoup dans le fond, d'anti-inflammatoires dans les courses. Puis, il n'y a personne qui comprend exactement pourquoi c'est si pas bon que ça. Ouais, les Est-ce que anti-inflammatoires, tu as une réponse pour nous? ouais, d'entrée de jeu, par contre, je dois dire, je suis un pharmacien généraliste, donc comme un médecin omnipraticien, je suis pas pire dans les médicaments, mais je suis pas spécialiste, donc je suis pas un pharmacien spécialiste en médecine sportive. Mais oui, j'ai quand même passablement de connaissances. Euh, alors, je vais tenter de vous expliquer le mieux que je peux là, un peu et répondre à vos questions. Mais l'histoire des anti-inflammatoires, c'est que ça a des effets un peu sournois chez le coureur. Et c'est pire selon les facteurs de risque là, que le coureur va avoir, que ce soit son âge, la température extérieure, la distance, l'état d'hydratation avant le début de la course. Alors, tous ces éléments-là vont faire que l'anti-inflammatoire va avoir des effets délétères, des effets néfastes, plus ou moins violemment, si on veut. Là. Alors, souvent, les coureurs veulent soulager des douleurs, des maux. Avant, pendant ou après la course. Les anti-inflammatoires vont, au niveau du rein, vont contribuer un peu à un phénomène qu'on appelle chez le coureur de longue distance, là, ou ça peut être le triathlète ou peu importe, là. C'est l'insuffisance rénale aiguë. C'est une condition, là, on se le cachera pas, les ultramarathoniens là, sont souvent borderline déshydratation. Tu sais, ils flirtent avec la déshydratation toujours. Puis c'est correct aussi parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un certain niveau de déshydratation chez le coureur. Mais l'anti-inflammatoire va venir un peu foutre la merde là-dedans. C'est il va venir, il va pouvoir venir altérer encore plus la détérioration du rein, son rôle de filtration. Donc là, il va y avoir sa capacité de filtration, d'élimination des toxines, et ainsi de suite va être débalancée. Et là, ça va amener un peu des symptômes qui peuvent être dramatiques. Il y a l'hyponatrémie du coureur. Il y a aussi, il y a également là, des symptômes qui sont reliés aussi avec une insuffisance rénale aiguë, qui sont souvent les nausées, vomissements, maux de tête violents. Il y a plein d'éléments là, qui peuvent survenir. Il y a même de la confusion, perte de conscience. Il y a des décès rapportés là, ça, dans la littérature, on en a beaucoup là, de cas, là, que ce soit dans des marathons. Puis c'est pas nécessairement des gens qui étaient novices. Là. Il y a des athlètes là, qui sont passés de l'autre côté parce que justement, il y a eu des facteurs précipitants, il y a eu des complications, puis l'anti-inflammatoire peut être un élément déclencheur qui peut venir aggraver une situation. Alors, c'est pour ça qu'on va privilégier, moi, comme pharmacien, les médecins, les physios, on va privilégier souvent plus une approche tempérée. On va privilégier euh, vraiment le retour à la base au niveau de traitement de physio, le traitement parfois avec la glace, là, même si c'est encore bien débattu, le rôle de la glace dans la douleur. Il y a le Tylenol qu'on va privilégier ou l'application d'agents analgésiques sous forme topique. On va préférer les anti-inflammatoires de forme topique versus par la bouche parce que là, l'impact va être moindre. J'y avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé au topic dans l'anti-inflammatoire. Parce que, oui, moi, j'ai entendu, avant, je faisais du triathlon de longue distance. Puis, moi, j'en ai vu du monde bien, bien magané à la course dans des Ironman. Là. Mhm. Puis, il y en a quelques-uns, d'après moi, ça ressemblait à ça. Il faut, Donc, oui. puis, la glace, ben, c'est comme les étirements, il n'y a pas de consensus. Non, Ouais. non, il faut revenir au repos. On réinvente pas la roue, mais il y en a qui ont tellement investi de temps et d'énergie, puis ils arrivent blessés à une course, ils veulent se soulager minimalement. Et c'est là que le danger guette, lorsque les gens essaient de s'automédicamenter sans structure. Là. Ouais. Ouais. Puis, tantôt, tu as mentionné l'hyponatrémie. Mhm. Ouais, l'hyponatrémie, une baisse de Dans le fond, sodium. ça, Oui, c'est une baisse de c'est-tu comme sodium. quand tu as trop d'eau par rapport à tes électrolytes dans ton sang? En fait, le sodium est important pour la régulation de plusieurs mécanismes de l'homéostasie dans le corps, donc l'état d'équilibre. Le sodium, il fonctionne bien quand il est bien dosé, une certaine quantité par litre de sang dans le corps. Le sodium, lorsque descend
trop, sous des normales particulières. Et là, on tombe là, dans des effets secondaires, là, comme justement des nausées, vomissements, léthargie, fatigue extrême. Et ça, c'est souvent mélangé avec des symptômes de déshydratation. Et l'erreur que des gens vont faire, ben, vont essayer de compenser les symptômes qu'ils ont avec en buvant plus d'eau. Et ultimement, vont venir qu'à aggraver la situation. Alors, il faut toujours être alerte. Et il y a beaucoup de mises en garde qui ont été faites là, par rapport à l'hyponatrémie, qui est souvent un mal important là, en course, surtout de longue durée, ou une course de durée modérée, mais avec des températures extrêmes. Il faut faire attention avec l'hydratation. Et la règle de base, il faut écouter sa soif, tout simplement. À moins d'avoir une condition médicale particulière, prise de médicaments particuliers qui peuvent un peu changer la donne. Puis ça, il faut en parler à votre pharmacien ou à votre médecin. Mais ultimement, la ligne directrice, il faut écouter sa soif. Il y a des gens qui se retrouvent dans des événements, ils vont décider de prendre du liquide à tous les postes de ravitaillement, se disant, ben, il y a un poste de ravitaillement, il faut que je boive. Alors qu'en entraînement, ils n'ont pas bu tant que ça. Mais là, surtout dans un événement, ils sont un peu stressés, déstabilisés, ils voient des postes de ravitaillement, puis là, on boit, alors qu'ils n'ont pas nécessairement soif. Et là, ça peut contribuer aussi à cet élément de dilution. Il faut comprendre aussi que quand on court, le métabolisme, le stress généré par la course longue distance ou le sport d'endurance va amener un changement au niveau du métabolisme. Les réserves de graisse vont être converties en énergie. Mais ce processus-là, le biochimique, va amener une fabrication d'eau. Fait qu'on va contribuer nous-mêmes par notre activité de longue durée à créer une hyponatrémie naturelle. Alors, si on vient en plus rajouter du liquide, venir diluer encore plus avec du liquide, ben là, ça devient un enjeu quand même important. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de prendre l'expérience en course. N'hésitez pas à consulter une nutritionniste sportive ou un nutritionniste sportif pour justement se faire conseiller quand vous voulez envisager de sortir dans votre zone de confort là, sérieusement. Parce que c'est un important virage que vous faites, puis il faut éviter justement des conséquences fâcheuses là, en entraînement ou en course, là, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tu sais, Pierre-Luc puis moi, quand on s'entraîne, on boit pas la même affaire, mais zéro pas, là. Moi, je bois à peu près le double de lui. Puis on le sait, là. C'est que... Ben, c'est ça. J'ai fait de nombreuses heures de pratique pour justement savoir connaître ma soif puis comment la gérer, que rendu en course, je réfléchis même pas. Je bois quand j'ai soif, puis c'est tout. Puis ben, c'est ça. La fin de semaine passée, on est sortis, on avait à peu près la même quantité d'eau, sauf que moi, je suis sortie 2 heures, lui est sorti 6. C'est ça. On n'est vraiment pas le même métabolisme. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut pratiquer. Une dernière question de... Ouais. Oui. Puis on fait pas des essais le jour de la course. C'est non. Non. Testez vos gels avant. Des fois, ils sont pas bons. Oui, surtout sur un ultra, essaye pas de quoi. Ah, mon Dieu. Moi, mon premier triathlon à vie, j'essaye un nouveau gel. Tu sais, là, puis là, j'étais allée dans le full naturel, vegan, puis tout ça. Puis juste avant de partir sur le bord de la plage, je l'essaye. Il y avait des motons dedans. Oh, mon Dieu. Là, le cœur m'a levé à 2 secondes du départ. Ça m'a tout fucké. Bref, c'est que, essayez pas des affaires le jour matin d'une course. C'est non. Non, puis si j'ai un conseil à ajouter... Tout le monde va l'apprendre à la dure, peu importe. Ah oui. C'est une erreur. Oui, si je peux ajouter également, là, souvent, il y a des gels de commandite là, pendant les événements. Essayez, il y a des solutions de réhydratation que vous ne connaissez pas. C'est pas le temps, surtout quand vous vous lancez dans une grosse aventure, c'est pas le temps nécessairement de commencer à carburer juste au gel que les commanditaires vous ont fourni, alors que vous n'avez pas testé ces éléments-là en entraînement. Alors, c'est vraiment pas le bon moment. Ah oui, c'est un bon point. Mais c'est ça, souvent, sur le site de la course, ils disent qu'est-ce qu'il va y avoir dans les ravitaux. Fait que des fois, tu peux justement les essayer d'avance en sachant qu'il va y avoir ça. Ou de faire comme « Oh, c'est ma sorte! » Mais c'est rare. C'est très rare.
Fait que dernière question de pharmacie, puis moi, c'est quelque chose qui m'angoisse au plus haut point. Tu dois parler des tiques. Oh, ouais. OK. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Moi, je check les jambes en revenant, je check le dos, je check partout. Ça me fait capoter. Ouais, mais je pense que vous habitez dans une zone qui est J'ai l'impression que ça saute sur le monde. Ben, Ouais. oui. Ouais, mais en fait, moi, je trouve ça fascinant, cette petite bébête-là qui existe depuis longtemps, là. C'est la tique à pattes noires, la tique à chevreuil, Ixodes scapularis, ça, c'est son nom scientifique, là. Mais elle transmet une bactérie là, qui est potentiellement quand même assez dangereuse, là. C'est la maladie de Lyme. Hein. Le mouvement migratoire des tiques actuellement augmente la pénétration de la contamination, si on veut, là, au Québec depuis quelques années. Quand on regarde les statistiques de 2017, 18, 19, il y a toujours une progression. Ça monte à peu près 10 km par année, grosso modo. Mais là, il y a des éléments nouveaux. Là. Il y a des oiseaux migrateurs qui ont amené aussi au Saguenay. J'ai vu là aussi là, des tiques, des tiques porteuses. Donc, il faut quand même remettre dans le contexte que oui, ça paraît dangereux, incroyable et compagnie, mais la tique, c'est facile de prévenir les morsures. Si vous restez dans des sentiers balisés, cette bébête-là, elle ne vole pas. Elle n'a pas d'aile. Elle a 4 paires de pattes, mais elle ne vole pas. Fait que si vous allez pas, si vous sortez pas des sentiers, il n'y a pas de longs herbages, il n'y en aura pas de problème. Parce que les autres, ils vont se tenir sur les herbes longues, puis ils vont profiter du fait que vous passez dans les herbes, des herbes longues pour s'accrocher à vous. Alors, c'est pour ça que si vous restez en sentier, puis souvent les gestionnaires de sentiers maintenant agrandissent un petit peu plus, élargissent un peu plus le sentier pour justement éviter les herbes qui rentrent dans le sentier pour éviter la contamination. Alors, puis pour la majorité des régions du Québec, il n'y en a pas de problème. Oui, il y a des tiques, mais ils ne sont pas porteuses là, de la bactérie. Ah, je sais pas, moi, là, je me regarde, tu sais, puis je pars avec des pantalons longs, là, puis écoute, je me regarde jusque dans le dos. Puis là, je m'imagine tout le temps que j'en ai pris dans mes longs cheveux, là. En tout cas, bref, j'ai vraiment l'impression que ça saute sur le monde, mais ça, je pense que c'est un problème dans ma tête. Ou peut-être un problème un peu de filles qui n'aiment pas ça, les tiques. Les bébêtes en général. Les bébêtes en général, mais pas toutes les bébêtes. Il y a des bébêtes que j'aime moins. Non. Mais c'est un bel arthropode. Moi, je le trouve cute, là, mais ça, c'est bien personnel. C'est bien personnel. Mais je pense que tu avais la bonne chose. C'est l'inspection au retour de la course. Parce que plus vite on va retirer la tique qui est en train de manger, plus vite on va être capable de. En fait, on va freiner le risque. Puis d'ailleurs, si on l'enlève dans les premiers 24 heures, on n'a même pas besoin d'avoir une médication préventive. Là. Le risque est négligeable. Alors, c'est plus lorsque on a une tique. Si jamais. Vas-y, je m'excuse. Non, c'est correct. Il y a un petit lag, puis ça amène un petit flou, mais c'est pas grave. Je voulais juste terminer que la tique, là, elle s'enlève quand même assez bien. Ça prend une pince à sourcils ou une pince à tique que vous trouvez en pharmacie. Il faut juste pas écraser le bedon. Là, c'est la clé du succès. Là. Vous l'arrachez là, vraiment à partir de la tête. Il y a des beaux vidéos partout là, sur Internet, là, comment l'enlever. C'est sûr que si vous appuyez sur le ventre, puis il n'est pas décroché, c'est là que vous risquez des problèmes. Mais pensez toujours, les premiers 24 heures, vous avez le délai. Si jamais la morsure remonte à plus de 24 heures, puis la tique est encore accrochée, là, si vous êtes dans une région chaude, faut prévoir un antibiotique préventif pour éviter de développer la maladie de Lyme. Puis encore, il faut remettre dans le contexte, la maladie de Lyme, c'est pas si fréquent que ça. Même dans les régions chaudes, là, on parle de 1 à 3% des gens qui se sont fait mordre qui vont développer la maladie de Lyme. C'est juste que les conséquences sont franchement fâcheuses. Là. Ouais. Bon, je vais me coucher un petit peu moins stressée ce soir. Fait qu'on va se regarder les jambes en revenant, tout le va bien temps. aller. On va continuer à faire ce qu'on faisait de stresser. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été super intéressant. On a eu le temps de couvrir
vraiment beaucoup de choses, Ouais. autant dans le fond ton parcours de coureur que des essentiels de pharmacie, de coureur de trail. Puis le plus important, Simon Lezèbre, ta fondation. Mhm. Donc, Juste nous rappeler peut-être les dates pour puis savoir où qu'on peut trouver les trousses pour terminer. Oui, les trousses, vous les commandez vous allez sur simonlezèbre.ca. Vous avez un bouton là, qui dit Courir pour les zèbres 2020. Alors, vous cliquez là-dessus, vous commandez vos trousses qui vont être livrées un peu plus tard cet été. Et les 2 fins de semaine de la course, c'est le 19-20 septembre et la fin de semaine avant. Alors, vous aurez le loisir de faire votre 7000 mètres. Deux fois 3,5 ou 7000 d'un coup. Ça, c'est à vous, à la course ou à la marche. Ayez du fun, diffusez l'info, c'est ça qu'on veut. On a 1000 trousses à vendre. On a un peu plus au moment de faire l'enregistrement, on a un peu plus de 200 trousses de vendues. Alors, on a de la place encore. Alors, je vous invite tout le monde à participer. Puis, on fait du bruit en septembre. on va en faire, c'est sûr. On a super hâte. Moi, je finis puis j'achète ma trousse, là, c'est sûr. J'ai super hâte de faire l'événement. Puis, on va continuer de faire du bruit pour Simon Lezèbre dans nos contacts sur Facebook, qui est malheureusement plus ce que c'était, ainsi que, dans le fond, dans tout le monde qu'on connaît pour faire connaître la belle cause. Ça fait que, merci beaucoup pour la belle entrevue qu'on a eue. Puis, on se revoit en septembre pour Simon Lezèbre, la course. Oui, puis merci pour l'invitation. Je suis un fan de balado et le vôtre fait partie de mes incontournables de course urbaine. Alors, merci de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Bye les coureurs. Bye bye les coureurs. Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!